Le vintage et la seconde main sont très intéressants. On peut acquérir des modèles très difficiles à trouver en boutique ou encore dénicher des pépites vraiment pas chères. Mais attention, il y a des erreurs à éviter si vous ne voulez pas vous faire avoir et perdre de l'argent. Bonjour à tous et bienvenue sur Orlo & Co. Et aujourd'hui, comme vous l'aurez compris, on va enfin parler de la seconde main. Vous me l'avez beaucoup demandé, alors je vais vous donner quelques sites, mais aussi et surtout quelques astuces et conseils pour que vos achats se passent de la meilleure manière possible. Vous le savez peut-être, mais je suis un très grand fan de vintage. Je pourrais même dire que 90% de ma collection, c'est de la seconde main et du vintage. Ce qui est très cool avec ça, c'est qu'on peut pas mal diversifier notre collection avec des modèles qui ne coûtent pas forcément trop cher, comme par exemple ces Tissot que j'ai eu pour moins de 100 € chacune. Mais en plus de ça, on peut aussi dénicher des montres qu'on ne voit pas partout, quasiment nulle part, avec un style très années 70, normal car elles sont sorties durant ces années-là. Bon, je vais essayer de ne pas trop faire l'éloge du vintage car c'est pas le but de cette vidéo, puis si vous avez cliqué sur celle-ci, c'est que ça vous intéresse déjà au moins un tout petit peu. Je vais commencer par vous donner quelques astuces, conseils, erreurs à éviter lorsqu'on fait ce type d'achat et en fin de vidéo, je vous donnerai les sites sur lesquels je fais mes recherches. Conseil numéro 1 et le plus important, faites vos recherches sur la montre et sur le vendeur. Tous les autres conseils vont être inutiles si vous n'appliquez pas celui-là, c'est vraiment la base. Assurez-vous que le vendeur a des bons avis, qu'il ne sort pas de nulle part, en général c'est déjà un très bon indicateur. Si vous voyez que le vendeur a une bonne note et en plus de ça des bons voire des très bons avis, c'est déjà un point extrêmement positif. Pour la montre, renseignez-vous sur le modèle, comparez des photos pour voir si tout est bien d'origine, que ce soit la couronne, la lunette, les aiguilles, les index. Bon, le bracelet c'est peut-être un petit peu différent. Personnellement, si la montre n'est pas sur son bracelet d'origine, mais la boîte, et quand je dis la boîte, je parle du boîtier, et dans un bon état, ça va pas forcément me déranger pour l'achat. Attention toutefois à vous assurer que le type de bracelet monté sur votre montre n'est pas impossible à trouver. Si je prends l'exemple de cette Omega, on est sur une montre avec un bracelet intégré, donc là, à mon avis, ce sera plutôt difficile à trouver un bracelet qui va s'adapter sur celle-ci. Pareil pour ces deux Tissot, ce sera quasiment impossible à en trouver et quand bien même vous en trouvez un, ce sera pas forcément harmonieux ni joli. On passe au conseil numéro 2, ne vous attendez pas à la meilleure précision. Les montres vintage sont évidemment plus âgées, elles ont du vécu, il faut les respecter et comme vous ne demanderiez pas à votre grand-mère de faire un record de sprint sur un 100 mètres, vous n'allez pas demander à votre montre vintage qui a déjà quelques années derrière elle d'avoir une précision au top sur 24 heures. Alors si vous avez besoin d'avoir la meilleure précision, achetez-vous une Apple Watch. Évidemment je plaisante, mais vous comprenez l'idée. Si la précision est très importante pour vous, alors penchez-vous plus vers une montre récente, voire neuve. Toujours dans la même idée de respecter les anciens, conseil numéro 3, ne les mouillez pas. Même si c'est une plongeuse, je pense qu'au bout d'un moment, elle mérite sa retraite. Gardez-la loin de l'eau, que ce soit lorsque vous faites la vaisselle, ça prend 2 minutes, vous pouvez la retirer. Quand il pleut, glissez-la bien sous la manche, ou alors lorsque vous allez prendre une douche, enlevez-la. Et j'irai même plus loin, enlevez-la et laissez-la dans une autre pièce que votre salle de bain. D'ailleurs ça c'est valable pour beaucoup de montres, pas forcément du vintage. Il faut faire la différence entre l'eau et la vapeur d'eau. La vapeur d'eau va s'infiltrer beaucoup plus facilement dans votre montre. Alors s'il vous plaît, lorsque vous prenez une bonne douche bien chaude, enlevez votre montre et laissez-la, dans votre salon, dans votre chambre, en tout cas au sec et pas dans la salle de bain. Personnellement j'abuse peut-être un petit peu, mais j'enlève même ma montre lorsque j'égoutte les pâtes, tout simplement parce que ça fait un nuage de vapeur. Je pense que vous voyez ce que je veux dire si vous avez déjà fait à manger une fois dans votre vie. Il y a vraiment un gros nuage de vapeur qui peut rentrer dans ma montre. Je suis peut-être un petit peu parano, mais je préfère l'enlever. Comme je l'ai dit, une montre vintage a du vécu, peut-être même plus que vous, en tout cas c'est sûr plus que moi, donc ça coûte rien de l'enlever parce que les joints ont peut-être séché, l'étanchéité n'est peut-être plus assurée. Alors vous pouvez, et je vous conseille même de les faire changer et peut-être même amener votre montre chez votre horloger pour qu'il fasse un test d'étanchéité. Et ma transition est toute trouvée pour le conseil numéro 4, attendez-vous à des réparations. Et oui, lorsque vous voyez le prix d'une montre, pensez dans votre tête, mettez déjà dans votre tête une marge, que ce soit pour une éventuelle révision, voire même d'éventuelles réparations. Bien souvent, les montres affichées sur les sites de vente d'occasion n'ont pas eu de révision depuis un bon moment. Encore une fois, je vous donne l'exemple de cette Omega qui n'avait jamais été révisée. Ça veut dire que c'était presque 50 ans sans révision. Alors dans ces cas-là, c'est vous et votre chance. Priez pour qu'il y ait juste une simple révision et pas de pièces à changer parce que ça peut très vite chiffrer. Et pour les prix des révisions, ça va énormément varier déjà en fonction de la marque de la montre, du modèle de la montre et aussi des complications du mouvement, donc le mouvement de la montre. Pour la Seamaster, j'en ai eu pour 300 € tout pile de révision. Je n'ai pas eu de pièces à changer. Bon, ça peut paraître une certaine somme, mais croyez-moi que c'est très raisonnable comparé aux révisions chez certaines marques. J'ai une connaissance qui a envoyé sa GMT Master 1 en révision chez Rolex et de mémoire, il en a eu
aux alentours des 3000 euros. Et malheureusement, la montre a aussi fait plusieurs allers-retours entre chez lui et le SAV Rolex car les choses n'avaient pas été si bien faites. D'ailleurs, en plus du prix de la révision, comptez un temps d'attente plutôt long, on va dire entre 1 et 4 mois en général. Avant de passer au conseil suivant, si cette vidéo vous plaît, je sais que vous l'avez entendu, faites-le moi savoir en explosant le bouton like, en me le faisant savoir tout simplement en commentaire et en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Là, on est road to 10K abonnés. Je pense qu'il reste 200 abonnés à l'heure où je tourne cette vidéo, donc c'est juste incroyable. Je vous remercie pour ça. Et puis on va y aller, on va tout exploser. N'hésitez pas non plus à me dire en commentaire les conseils que j'aurais pu oublier durant cette vidéo, des choses qui vous semblent importantes pour aider un maximum de personnes. Bon, on retourne à notre vidéo et j'ai dit précédemment que le type de mouvement pouvait influer sur le prix de la réparation. Eh bien, j'ai encore une transition toute faite vers le conseil numéro 5, un mouvement plus simple, tiendra plus longtemps et sera plus facile à réparer. C'est plutôt logique, plus votre mouvement comportera des complications comme un chronographe par exemple, plus le mouvement aura des possibilités d'avoir des problèmes et plus il sera difficile de les régler. Et donc logiquement et malheureusement, ça vous coûtera plus cher. Donc si c'est une montre plutôt rare avec des complications plutôt compliquées, ça sera difficile pour vous de vous en sortir. Puisqu'on parle de mouvement, vous pouvez évidemment vous pencher vers des montres à quartz. Ce sera bien souvent moins cher, même dans la plupart des cas, parce que si vous trouvez une montre mécanique moins chère qu'une montre à quartz dans le vintage, c'est peut-être qu'il y a anguille sous roche, mais ouais, bien souvent, ça permettra de vous faire plaisir sans prendre vraiment trop de risques. Et oui, je sais, il y a quand même des montres à quartz plus chères que des montres mécaniques sans qu'il y ait anguille sous roche. On peut prendre l'exemple de la Rolex Oyster Quartz, mais bon, c'est une règle d'ensemble que je vous ai donnée. Mais tout de même, attention, lorsque vous partez sur une montre à quartz, demandez bien au vendeur de vous envoyer une vidéo de la montre en train de tourner. Et je vous dis ça car j'ai fait cette erreur lorsque j'ai acheté cette Tissot. Bon là, le vendeur a été honnête, il m'a dit qu'elle ne tournait plus, mais tout simplement car elle n'avait plus de pile, sauf que quand je l'ai reçue, j'ai changé la pile et elle ne tournait toujours pas. J'ai donc été faire tester le mouvement et on m'a dit qu'il était foutu. Et dans ces cas-là, c'est très compliqué de réparer ça. J'ai fait le tour des horlogers de ma ville et ils m'ont tous dit que c'était quasiment impossible de le faire réparer. La seule solution qu'on avait, c'était de l'envoyer directement chez Tissot et encore, c'était même pas sûr qu'ils arrivent à la réparer et que dans tous les cas, ça me coûterait les frais d'envoi, d'expertise et tout ça aux alentours des 70-90 euros il me semble, sachant que j'ai payé cette montre, je sais plus, je crois 80-90 euros, ça en valait clairement pas la peine. Vous allez peut-être me demander, alors comment ça se fait qu'aujourd'hui elle est là et elle tourne, elle marche, elle fonctionne? Tout simplement, j'ai épluché les sites de petites annonces et je suis tombé miraculeusement sur ce même modèle que je vous montrerai en gros plan en même temps que je vous explique ça. Je suis tombé sur ce même modèle mais dans un état déplorable mais avec un mouvement qui fonctionne. Je me suis dit top, ok, je l'ai acheté direct et puis après je me suis improvisé horloger, j'ai ressorti le mouvement de la montre dans un mauvais état pour le mettre dans la montre en bon état et puis ça a marché, la montre est repartie puis je lui ai redonné vie. Au final je m'en suis bien sorti puisque l'autre montre a dû me coûter 10 euros et puis en plus de ça c'était plutôt cool de réparer soi-même une montre. Attention, évidemment je ne l'aurais pas fait sur une montre qui vaut beaucoup plus cher parce que je suis tout simplement pas horloger. Bon voilà pour la petite histoire, on passe maintenant au conseil numéro 6. Faites attention au polissage. Déjà pour les montres plaqueurs, il faut savoir que c'est quasiment impossible à rattraper les rayures tout simplement parce que le polissage consiste à enlever un petit peu de matière et là si on enlève de la matière sur une montre en plaqué-or, on enlève le plaquage, et donc après c'est moche quoi, ça sert plus à rien, donc vaut mieux éviter. Et pour les montres en matériaux solides, faites attention que la montre n'ait pas subi des tonnes et des tonnes de polissage car beaucoup trop de matière aura été enlevée et la montre aura perdu de sa valeur. Le mieux c'est de trouver une montre qui n'a jamais été polie, je suis d'accord c'est assez rare, mais bon, si vous trouvez une montre qui n'a jamais été polie, comme ça au moins vous avez le choix de faire un polissage ou non. En lien avec ça, une montre moins chère sera souvent dans un état moins bon. C'est plutôt logique pour l'exemple du polissage. Une montre qui a subi plein de polissage sera en général moins chère qu'une montre qui n'en a jamais subi. Si on prend l'exemple de la Cartier Santos Carré, qui est une montre qui se raye très facilement, qui a donc beaucoup de polissage, on voit très bien sur les petites annonces que une montre qui n'a jamais été polie, une Cartier Santos qui n'a jamais été polie, est bien plus chère qu'une montre qui a subi énormément de polissage. Pareil pour le reste, si vous tombez sur une montre bien moins chère que sa cote actuelle, méfiez-vous, ça veut sûrement dire que vous allez devoir réinjecter de l'argent dedans, que ce soit en révision ou en réparation. Conseil numéro 7, assurez-vous que la matière luminescente soit la même sur les aiguilles et sur les index. Avec le temps, la matière luminescente prend une certaine patine. Alors si vous voyez qu'il y a une différence de patine, de couleur de matière luminescente
entre vos aiguilles et vos index, ça veut sûrement dire que l'une d'entre elles a été changée et donc votre montre n'est plus d'origine, elle a donc perdu de sa valeur. Conseil numéro 8, faites attention aux faux papiers. Ce n'est pas parce que la montre a la boîte et les papiers d'origine que ce sont des documents d'origine ou encore pire que ce sont des vrais documents. Si les faussaires sont capables de refaire quasiment à la perfection une montre, croyez-moi qu'ils arrivent à faire une carte, quelques papiers et une boîte. Vous n'êtes pas à l'abri de tomber sur du fake, alors prenez vos précautions en vous rapprochant d'un expert par exemple. Et personnellement, la boîte et les papiers, c'est pas primordial quand j'achète une montre, mais c'est vrai que c'est quand même un petit plus, surtout lorsqu'on déballe sa montre, lorsqu'on la reçoit, c'est toujours cool d'avoir une petite boîte sympa, ça enrichit un petit peu l'expérience. On va maintenant passer à des sites que j'utilise pour acheter des montres en seconde main, mais juste avant, je tenais à vous rappeler que l'achat de montres d'occasion, l'achat de montres vintage comporte des risques. Il est important d'en être conscient et d'être extrêmement vigilant. N'ayez pas peur de déranger le vendeur, envoyez 2, 3, 4, 5 messages en plus, appelez-le, demandez des photos, des vidéos. C'est toujours mieux de faire ça plutôt que de perdre quelques centaines d'euros, voire quelques milliers d'euros dans le pire des cas. Et je vous conseille, alors là c'est purement personnel, mais peut-être de commencer avec des petites montres comme moi par exemple, c'est Tissot pour moins de 100 euros, histoire de prendre un petit peu ces marques, de comment ça fonctionne, comment discuter avec un vendeur, sur quel site, quoi regarder, voir les descriptions, regarder les avis. Enfin bref, de prendre l'habitude avec des modèles où certes vous allez perdre peut-être un petit peu d'argent, mais ce ne sera pas des sommes conséquentes comme si vous allez acheter une Rolex directement, une Omega, ou une Jaeger-LeCoultre ou une montre en tout cas qui coûtera beaucoup plus cher. Maintenant que tout ça c'est dit, j'espère ne pas vous avoir dégoûté du vintage, ce n'est clairement pas le but. Là ici j'ai mentionné des points négatifs, des points sur lesquels il faut se pencher, il faut faire attention, mais je n'ai pas mentionné les points positifs et croyez-moi qu'il y en a une tonne. Pour ce qui est des sites que j'utilise, eh bien premièrement on a le site Vinted. Bon, je vous avoue, je l'utilise plus trop, mais on peut quand même y dénicher certaines pépites. C'est un site où les vendeurs n'ont pas forcément conscience de ce qu'ils sont en train de vendre. Bon, du coup, on n'est pas face à forcément des experts de l'horlogerie, donc pour poser des questions, ça sera peut-être un petit peu plus compliqué, mais dans la plupart des cas, tout simplement, les vendeurs, c'est soit des jeunes qui ont récupéré des montres de leurs parents, grands-parents et qui souhaitent se faire un petit peu d'argent en les vendant. Donc, vous pouvez tomber sur des véritables pépites à des prix cassés. Ah oui, et avant de parler des autres sites, j'ai oublié de mentionner le CPO, donc qui veut dire Certified Pre-Owned, qui est mis en place chez un grand nombre de marques, en tout cas chez de plus en plus de marques, même Rolex l'a fait. Et ça veut tout simplement dire que c'est des montres de seconde main qui ont été expertisées et certifiées par la marque elle-même. Mais bon, je ne vais pas m'étaler plus sur ce sujet, au moins vous savez que ça existe. En plus de ça, on a aussi notre catégorie de montres, les NOS, NOS, qui veut dire New Old Stock, c'est tout simplement des montres vintage neuves. C'est-à-dire qu'elles étaient stockées, jamais déballées ou jamais portées, c'est vraiment le Graal. Vous avez donc des montres comme si vous les sortiez de magasin le siècle dernier, c'est comme sortir une 500 CR qui n'a jamais démarré pour les passionnés de moto. Bon, on retourne sur nos sites, évidemment, on a le bien connu Chrono24. Mais attention, il faut bien comprendre que ce n'est pas la plateforme qui vous vend les montres. C'est un site de mise en relation, soit de particulier à particulier ou alors de professionnel à particulier. Donc si vous vous faites avoir, c'est pas la responsabilité du site. Ensuite, on a eBay qui est un site sur lequel j'ai déjà acheté tout en faisant extrêmement attention bien sûr. Et d'ailleurs sur eBay, il est assez courant de tomber sur des montres indiennes qu'on appelle des Frankenwatch. Comme celle-ci et je vous garantis que c'est à éviter à tout prix. Le mouvement est bien souvent dans un état déplorable, c'est rouillé, c'est oxydé, c'est tout ce que vous voulez. Tout ce qu'il y a autour est d'une très mauvaise qualité. Comme vous pouvez le voir ici, j'en ai même perdu la couronne. Et on retrouve souvent des Frankenwatch, Seiko, Citizen, Oris et quelques autres marques dont je me souviens plus sur le moment. Et pour les prix, c'est aux alentours des 40 à 70 euros. Ensuite, vous avez des autres sites comme watchfinder.com qui apparemment est pas mal. Je vous avoue que je n'ai jamais essayé. Et enfin, le site sur lequel j'ai acheté cette Omega aux enchères, le site c'est tout simplement Katawiki. Les enchères peuvent être une très bonne opportunité pour faire une très bonne affaire, trouver des pépites, mais encore une fois, je ne le conseille pas forcément aux personnes totalement novices dans l'horlogerie. Et voilà quelques conseils concernant l'achat de montres de seconde main vintage. J'espère avoir donné le maximum. En tout cas, si vous avez d'autres conseils à donner, n'hésitez pas à les mettre en commentaire pour éclairer un maximum de personnes encore une fois. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, un like, un commentaire, un abonnement si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo à vos amis qui souhaitent acheter des montres d'occasion. Ça donne énormément de force à la chaîne. Moi, je vous dis à dimanche prochain, 18h30 pour une nouvelle vidéo sur l'horlogerie. Mais en attendant, n'oubliez pas, prenez soin de vos montres.